le grand retour solaire. Et ce qu'ils expliquent, hein, c'est que si vous pouviez penser à des poupées de papier, n'est-ce pas? Comme si vous pouviez penser à de nombreuses vies parallèles différentes que vous menez. Vous savez, certaines personnes appellent ça des vies antérieures. Mais vous savez, merci à la physique quantique. Nous pensons que, à travers la théorie du multivers, nous pensons qu'elles sont parallèles. Alors, tout traumatisme, toute douleur extrême ou terreur incarnée ou ombre qui plane là-bas dans l'une de ses vies et qui n'a pas été affrontée. La facture est due. Je suis ravi d'accueillir Bonnie McLeish à l'émission. Comment vas-tu, Bonnie? Salut, ça va bien. C'est agréable d'être ici. Ravi de vous rencontrer, vous et vos téléspectateurs. Merci d'être venu à l'émission. Je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui. Vous êtes un festival de capacités psychiques. Vous possédez de très nombreuses voies que nous pouvons explorer, que ce soit en tant que canal, médium psychique ou voyant des archives akashiques. Je pense que nous allons approfondir la lecture des archives akashiques. Mais pourriez-vous dire à tout le monde à quoi ressemblait votre vie avant cette folie? Qui est votre vie actuelle de lectures avec les archives akashiques, les médiums psychiques et les canaux? Comment était votre vie avant tout cela? Vous savez, d'une certaine manière, ça a toujours été une sorte de folie. Alors, vous savez, je veux dire, en fait, dans ma situation, devenir médium, canal et lecteur des archives akashiques, tout ça, ça a en fait apporté une sorte de normalité et une direction dans ma vie parce que, vous savez, et beaucoup de gens qui sont naturellement, eh bien, tout le monde a ce don. Mais les personnes qui sont vraiment naturellement orientées vers ce type de travail, elles le rapportent souvent et je ne suis pas différente. Venir dans ce monde, c'est juste. C'est le chaos. C'est ça. Vous êtes sensible, perplexe, vous êtes un peu un paria. Dans mon cas, ils ont vraiment cru pendant un moment que j'étais mentalement instable. Et donc, vous savez, ce monde est bien plus difficile que de traverser les sphères de conscience et de ramener des informations. C'est en fait comme si, enfin, tout prenait sens. Alors, c'est vraiment si charmant, tellement reconnaissante de faire ce travail. Dieu merci, oui. Donc, quand vous étiez jeune et que vous grandissiez, est-ce que vous aviez conscience de ces capacités dès l'enfance? À partir de quel moment avez-vous commencé à les remarquer et à en prendre conscience? Ouais, tu sais, c'est un peu comme si, tu sais, les gens qui sont genre daltoniens, ils ne réalisent pas vraiment qu'il leur manque quelque chose jusqu'à ce que quelqu'un leur dise: «Oh, tu sais, voici la norme». Quand j'étais petite fille, mes premières expériences, remontant à environ l'âge de 4 ans, étaient ces incroyables êtres de lumière qui traversaient simplement mon plafond, qui ressemblaient aux aurores boréales. Et ils produisaient ces sons incroyables comme une symphonie, de la musique symphonique. Alors je m'allongeais simplement dans mon lit et je profitais du spectacle en me sentant super bien. C'est ce que je pensais que tout le monde vivait, honnêtement. Et à partir de là, sont apparus d'autres amis imaginaires et d'autres interactions astrales. Une fois de plus, c'est ce que je pensais être la norme de la vie. J'étais plutôt avancée en âge, genre 12 ans, jusqu'à ce que je perçoive un certain contraste, du genre: «Ce n'est pas normal». Ouais, je me souviens d'être à l'école et je ne me rappelle pas exactement de mon âge. J'avais probablement presque 12 ans et je parlais d'un esprit et tu sais comme, tu sais cette personne là-bas, cette énergie ou ça, tu sais ça, les gens lumineux, c'est comme ça que je les appelle. Et mon ami dans la cour de récré qui me dit: «De quoi tu parles? De quoi tu parles?» Il n'y a, tu sais, alors je me souviens de ce moment où, oh, peut-être que tout le monde ne voit pas les gens lumineux, donc étrangement normal. Alors, ensuite, une fois exactement, et j'ai entendu ça d'autres médiums et personnes ayant ces capacités que lorsqu'ils atteignent finalement ce point de contraste où quelqu'un dit simplement: «Tu n'es pas comme nous autres», et ça dépend du genre de famille que tu as. Parfois, c'est une famille soutenante, parfois c'est une famille qui te dit que tu es fou ou, tu sais, où la religion s'immisce parfois aussi. Comment as-tu psychologiquement géré jusqu'à ce que tu sois, tu sais, adulte? Comment as-tu fait face à ça? Franchement, être enfant est déjà assez difficile, sans parler d'être adolescent, sans même aborder le reste. Ouais, tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. En fait, tu sais, pour ce qui est de la trajectoire de ma vie, j'avais un monde interactif agréable, rempli d'êtres de lumière vraiment polis, qui, tu sais, émettaient de l'amour et de la lumière et de super concerts. Tu sais, donc je ne manquais de rien. Là, tu sais, la partie de mon histoire où ça s'est vraiment compliqué, c'est là où, tu sais, les adultes autour de moi ont commencé à vraiment avoir peur que je maintienne. Tu sais, ces conversations où que j'ai beaucoup de visiteurs nocturnes et tu sais, des visions et des connexions sur, tu sais, ce qui allait arriver collectivement parfois. Et tu sais, c'était juste considéré comme sans importance jusqu'à la prépuberté. C'est là que ma mère, mes grands-parents, mes enseignants, les gens autour de moi se sont dit, tu sais, qu'il y avait une sorte de problème mental ou d'instabilité. Ils m'ont amené voir une série de médecins et ces médecins, au moins dans les années 80, trouvaient ça étrange. Ils ont fini par me diagnostiquer une schizophrénie précoce et m'ont médicamenté pour ça. C'est là que les choses sont devenues vraiment, vraiment bizarres. Il y a des systèmes de croyances ou de grands mots comme hallucination. Ce n'était pas vraiment ça qui me perturbait, c'était les médicaments, qui pour mon organisme m'ont coupé de mon petit monde lumineux façon Disneyland. Et en tant qu'enfant, ou pour ceux qui connaissent ce travail, on tend constamment et instinctivement à capter le spectre vibratoire autour de soi dans l'espace comme un instinct. Donc, je n'ai pas arrêté cet instinct. Alors, quand j'ai pris les médicaments, ça a, en quelque sorte, ça a littéralement tout affaibli. Et je me suis retrouvée à tendre vers, disons, des plans de conscience très sombres et lourds. Ce que je recevais en retour, c'était des choses très tordues, sombres et déformées, ce qui, évidemment, pour n'importe quel enfant, me terrifiait au plus haut point. Et c'était juste une spirale descendante. Alors voilà, tu sais, quand tu empruntes cette voie, c'est, tu sais, tout s'effondre simplement. Et ça a même mené à une institution psychiatrique pour une petite période d'internement. Et puis, tu sais, après ça, je me suis juste retrouvée à flotter dans la vie, ouais, comme dans un brouillard. Exactement. Alors, à quel moment cela s'est-il produit? À quel moment les choses ont-elles vraiment repris dans le bon sens du terme? Quand est-ce que cela s'est passé? Tu sais, le moment où tu t'es affirmé et où tu as dit: «Non, c'est moi ça. Voilà mes capacités et je suis là pour ça. Je suis là pour faire ce travail» et finalement, bah, tu t'es imposé et tu as dit: «Au diable avec vous tous» J'aurais aimé que ce soit mon histoire, celle où j'ai repris ma vie en main et vécu ce grand moment. et tu as retrouvé ta force. J'ai retrouvé mes pouvoirs et je me suis dit, c'est moi. Mais tu sais, la vie est ainsi. Et comme les annales akashiques nous le montrent souvent, il y a ces schémas et ces jalons. Tu sais, personne n'est destiné à rester dans l'obscurité pour toujours. Il y a ces interventions. Alors, j'ai atteint l'un de ces jalons assez doux à l'âge adulte, sous la forme d'une profonde dépression. Quelqu'un m'avait recommandé une femme du coin qui travaillait en thérapie. Rien de grave. J'avais vu pas mal de médecins réputés dans ma vie, mais je me suis dit, tu sais, ça devient vraiment sérieux. Et cette femme, quasiment dès la première ou la deuxième visite, a pris ce diagnostic et a dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je pense que vous êtes médium. Et d'une certaine manière, on m'a en quelque sorte diagnostiqué médium en fait. Genre, j'adore ça. J'adore cette dame, j'adore ça. Mmh. Ouais, ouais, c'était vraiment génial. Alors, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, tu sais, à travers ses tentatives d'explication, elle m'a carrément plongée dans le grand bain en me mettant au défi. C'est comme si elle me disait: «Laisse-moi te prouver. Décris-moi à quoi ressemble ma maison». Elle m'a en quelque sorte initiée à la vision à distance même. Et c'est là que j'ai enfin compris, il se passe quelque chose et peut-être que ce n'est pas juste moi qui hallucine et qui devient fou. Alors, c'était le tournant, cette femme incroyable, femme lumineuse qui a dit: «Hey, ça pourrait être autre chose» et c'était juste sur mon chemin. C'était censé être pour que cela redirige toujours évidemment. Alors, Dieu merci pour ça, depuis ce moment-là. C'était un bien meilleur programme à suivre que l'autre. Et je voulais vraiment aborder rapidement quelque chose parce que c'est quelque chose qui, je pense, pourrait aider les gens qui écoutent, c'est que tu as dû traverser une épreuve. Tu as dû traverser cette période sombre dont tu parlais et beaucoup de gens qui regardent traversent une période difficile avec du recul. N'est-ce pas cette période sombre qui t'a façonné?
C'était le feu qui a forgé la personne que tu es aujourd'hui, essentiellement. C'était dur. Quand tu es en plein dedans, c'est dur. C'est vraiment nul quand on est en plein dedans, c'est nul. Tu es dans le feu, tu brûles, c'est nul. Mais une fois sorti, quand tu regardes en arrière, tu sais, c'est l'un des cadeaux de vieillir. Les genoux, certainement pas, mais la sagesse, en regardant en arrière, tu te dis, Dieu merci d'avoir traversé ça, car c'est ce qui te définit. Tu es d'accord? Oh, absolument. Oui, je pense que presque tout le monde le ferait une fois l'épreuve passée. Mais souvent, c'est exactement ce que je dis aux gens, comme qu'est-ce qui a vraiment forgé cette capacité? Ce qui m'a réellement aidé à tenir tout cela et à être capable de faire des lectures pour les gens ou des lectures globales, c'était la douleur ou l'obscurité. C'est presque comme si cela avait creusé un cratère dans la conscience. Et je pourrais dire que c'est la même chose pour quiconque traverse des souffrances. Cela crée une sorte de profondeur incroyable de l'être. Pour que tu puisses réellement tenir ton droit ici, aussi fou que cela puisse paraître. Non seulement cela développe l'endurance, mais cela élargit notre contenant pour accueillir la lumière. C'est une façon intéressante de voir les choses, mais à 100%, quand je repense à mon passé, je pense qu'il n'y a jamais eu un moment d'accident et il n'y a personne à blâmer ici. Il n'y a pas de méchant. Il y a seulement cette sorte de distribution de personnages et d'éléments. Et cette initiation pour pouvoir travailler dans ce monde et pour tenir cet espace, ce qui est vraiment un honneur pour moi de faire cela. Mais oui, je suis content que tu en parles parce que c'est ma déclaration de mission pour nous alors que nous souffrons. C'est d'essayer de garder un peu une trace de ce que cela signifie pour nous à long terme ou ce que cela nous apporte en termes d'approfondissement de notre puits. Pour ce que nous demandons, il faut vraiment faire attention à ce que l'on souhaite. Nous nous étirons de bien des manières. Cette source divine est vraiment créative. Oui, je suis reconnaissant. Rien n'arrive par hasard. Alors, dans votre travail, avez-vous rencontré ce genre de choses? Je veux dire, évidemment, vous parlez beaucoup de karma et je suppose de plan d'âme, de dessin, de ces sortes de choses. À votre avis, lorsque vous créez un plan d'âme de l'autre côté ou un projet de vie de l'autre côté, peu importe comment vous voulez l'appeler, y a-t-il ces jalons dans la vie que vous êtes, disons, destiné à atteindre, mais la manière d'y parvenir vous appartient vraiment, en toute vérité? Et c'est là que la liberté, le libre arbitre entre en jeu, de bien des manières, parce que tout le monde se dit, oh, c'est le destin. Pourquoi sommes-nous ici? Et si tout est déjà écrit, alors à quoi bon toute cette histoire? Mais il y a ces jalons, comme tu vas vivre ça. Tu vas connaître ces grands mouvements, comme de grands jalons imposants, où tu vas rencontrer cette personne qui va. Tu vas te marier et tu vas avoir ces enfants, parce que ça en fait partie. Et tu vas prendre ce travail à Paris parce que, tu sais, c'est un peu dans cette idée, est-ce que c'est ce que tu as constaté dans ton travail? Oh, absolument. Oui, oui, j'adore ce scénario de ces jalons. Et je pense que c'est pour ça que l'astrologie peut être si précise. Tu sais, quand je regarde mon horoscope ou celui de n'importe qui, je me dis, waouh, tu te poses juste là sans résister. Vous savez, c'est devenu ce que ça devait être. Alors, je pense que, vous savez, il y a en quelque sorte une conversation verticale, une conversation à avoir dans tout cela. Nous connaissons l'horizon. Nous savons que notre chemin est tracé, mais il y a une opportunité. Ce n'est pas tant une question de bien ou de mal, mais il y a une opportunité dans la manière dont vous abordez chaque module de vie ou chaque repère, la façon dont vous les traversez. Et c'est quelque chose dont on parle depuis le début des temps dans de nombreux secteurs spirituels. Et cette idée d'ascension, oh mes guides, disent que nous évoluons. Cette version avatarique de nous-mêmes, cet état évolué. Notre version évoluée de nous-mêmes, cet état évolué. Alors, je pense que ce n'est pas tant le quoi que nous allons rencontrer, en fait. C'est plutôt comment nous y prenons, comment nous l'accueillons. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment simple. Pendant que nous sommes ici, ce n'est vraiment pas compliqué. Nous sommes ici pour porter la lumière dans les deux sens du terme, pour recevoir la lumière, vous savez, pour rentrer chez nous et pour nous souvenir de qui nous sommes et d'où nous venons à travers tous ces différents scénarios de vie extravagants et pour porter la lumière
à être le catalyseur de guérison pour ceux qui sont, vous savez, dans un état de souffrance. Et ceci est l'une de ces époques où l'humanité, clairement tout le monde en est conscient, fait face à l'un des tests les plus incroyables dans la chronologie de la Terre. Alors, c'est le comment nous allons réaliser cette évolution, parce que nous le ferons d'une manière ou d'une autre. Alors, si cela a du sens. Cela a parfaitement du sens. Je dirais même que nous évoluons, rien que ces 10 dernières années, comme vous le disiez. Cela aurait été impensable auparavant. Je veux dire, vous avez suffisamment d'expérience. Vous faites ce travail depuis 18 ans. Oui, pas autant à l'époque. Vous savez, comme vous le disiez, je pense. Nous disions auparavant les annales akashiques. C'est bien ça la série, en quelque sorte. Oui, exactement. Mais maintenant, nous avons des physiciens quantiques et des nominés au prix Nobel que nous avons reçus dans l'émission pour parler du champ akashique et de son rôle. C'est ainsi que nous sommes tous connectés à travers le champ akashique et que les annales sont un aspect du champ akashique, kaushik, ou sont-elles la même chose? Il y a des nuances, mais c'est dans là. C'est maintenant dans la conversation, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a 5 ans, 10 ans. C'était vraiment marginal. Donc nous sommes, je pense, en train d'évoluer, lentement et parfois en résistant. Oui, absolument, absolument, absolument. Alors permettez-moi de vous demander, avec le travail que vous exercez, quels souvenirs gardez-vous en mémoire lors de vos séances? Y a-t-il une qui se démarque comme étant particulièrement transformatrice pour le client et pour vous-même après avoir effectué la lecture? Oui, vraiment, mon Dieu, il y en a tellement, vous savez, les choses qui me viennent à l'esprit concernent à la fois l'individu et le collectif. J'ai donc beaucoup de ce que vous pourriez appeler des dictées nocturnes sur la direction que prend l'humanité de différentes manières là-bas. Et puis, vous savez, également pour l'individu. Et je pense que l'une des séances les plus puissantes que j'ai jamais vues, et vous savez, en passant, j'ai appris tout ce que je sais, je l'ai appris de tous ces êtres interdimensionnels, de tous ces, vous savez, différents plans de conscience, de nombreux plans de conscience différents. Mais cette séance que j'ai faite il y a de nombreuses années, elle, elle a commencé de manière très simple. Une dame sympathique est venue avec sa mère et, vous savez, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Et la femme est venue pour parler de ses deux filles et, vous savez, de sa carrière. Elle avait une carrière en politique et c'était une belle lecture. Et à mi-chemin, quelque chose de phénoménal s'est produit. J'ai été transportée dans, vous savez, parfois, vous pouvez vous voyez ces choses arriver comme de petits instantanés et ensuite elles peuvent vous emmener encore plus profondément dans ce que je considérerais comme une vision. Alors j'ai été entraînée dans ce que j'appellerais une vision où je voyais un bateau flotter sur l'eau. C'était un bateau vide et le Christ lui-même planait au-dessus du bateau. C'était une vision empreinte de révérence et étrange à observer. Comment l'expliquer? Jésus est là sur un bateau de pêche. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors j'ai dit à la femme doucement, laissez-moi déballer cela avec précaution. Il y a un bateau vide flottant sur une eau calme. Et je vois Jésus, ce qui, mon Dieu, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où cela s'est produit, tu sais. Et elle me dit, oh mon Dieu, ça doit être mon père. Il est en voyage de pêche. Et je lui ai dit, non, tu sais, je ne sais pas comment je sais ça, mais ce n'est pas ton papa. Et je lui ai dit, tu sais, quoi qu'il arrive, c'est vraiment non seulement grand, ça va changer le cours de ta vie et ça va vraiment aider beaucoup de gens. Mais quelque chose de grand s'annonce. Ça ne semblait pas négatif, c'était juste grand. Alors, j'ai fait la lecture. Tout allait bien et elle est partie. Et environ une semaine plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner à cause des gens qu'elle connaissait, ses amis qui essayaient de me joindre. Et apparemment, sa fille de 23 ans s'est noyée dans un accident de canoë, un accident de bateau, 5 jours plus tard. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'était dur de l'avoir vu sans pouvoir l'arrêter. Personne n'a dit, hé, arrêtez. Cet enfant à toi de partir en voyage, personne n'a dit que les eaux étaient calmes et c'était le cas. Eh bien, Jésus. Alors, j'ai dit, donnez-nous un peu de temps et on reviendra et je verrai ce que je peux faire. Alors, quelques jours plus tard, j'ai rencontré la famille et sa fille est apparue, comme une lumière éblouissante.
celle qui était décédée et s'était noyée dans l'accident, et a dit, tu sais, tu as beaucoup de, à sa mère, tu as beaucoup de travail à faire. Ça va changer des vies. Genre, c'est correct, pas de problème. Genre, passons à autre chose. Tu sais, ils étaient extrêmement, tu sais, accablés de chagrin, comme tu peux l'imaginer. Et donc, comment cela a continué à se dérouler? Tu sais, quelques semaines plus tard, cette femme a dit, pourrais-tu juste venir ici? Il y a tellement d'amis de ma fille qui aimeraient juste lui parler. Et tu sais, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais quelque chose me disait d'y aller, de le faire. Alors, tout ça pour dire que notre relation s'est développée encore et encore, et nous avons construit un centre de retraite sur la propriété qui est maintenant connue sous le nom de la légende des plus grandes choses. Nous avons enrichissement de géodésique où nous aidons les personnes en deuil. Nous les aidons, tu sais, à développer leur conscience et leur intuition. Alors, c'est une lecture assez radicale parce que je n'avais rien vu venir de tout ça. Je n'ai vu que la prochaine étape, la bonne prochaine étape. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est de franchir la prochaine étape qui se présente. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement où mène tout l'escalier dans son ensemble. Ils ne vont pas vous sortir des nids de poules. Ils vont simplement vous montrer où va votre âme. C'était donc une lecture radicale, du début à la fin. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, au moment de cet enregistrement, on se rapproche de cette histoire d'éclipse qui va se produire. Le 8 avril, et là où j'habite, à Austin, ce sera une éclipse totale. Donc, elle passera juste au-dessus de notre ville. Les gens viennent en avion. Beaucoup de mes anciens invités viennent spécialement pour être là pour cette éclipse. Ouais, parce que c'est un peu comme si ça arrivait une fois tous les 200 ans ou quelque chose du genre. Apparemment, cette situation se produit. Alors j'aimerais entendre ce que les annales akashiques ont à dire, parce que beaucoup de gens sont bien sûr terrifiés par ce qui s'est passé. Genre, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. On dirait 2002 qui recommence. C'est comme le Boguet de l'an 2000, encore une fois. C'est bon, c'est un calendrier maya. Alors là, tout le monde se calme. On ne va pas. La fin du monde n'est pas pour le 8 avril. Mais j'aimerais vraiment entendre ce que vous avez à dire. Ce que vous et les annales akashiques pourriez dire sur la signification de tout cela et ce qui va se passer si quelque chose se produit pour l'humanité d'un point de vue spirituel. Encore une fois, je ne crois pas à une catastrophe imminente, mais quels seraient les impacts pour nous? Oui, c'est une excellente question. Il y a une réponse très longue, puis une réponse plus condensée. Alors, je vais vous en donner un aperçu. J'aime la réponse détaillée, allons-y. J'adore plonger en profondeur, j'adore vraiment approfondir ces sujets. Faisons-le, faisons-le. Alors, voilà. Et cela s'est aussi un peu produit. Il y a eu un apogée de ce que je m'apprête à décrire lors de la dernière éclipse, qui n'était pas totale. Tu sais, notre centre de retraite va se trouver dans la zone de totalité à Hot Springs, en Arkansas. C'est vraiment fascinant de voir comment, tu sais, où les gens se trouvent, tu sais, pendant que ça se passe. Alors, revenons au 4 mars 2020. J'ai eu l'une des interactions les plus incroyables de ma vie, et il m'est arrivé beaucoup de choses étranges, où j'ai eu une visite. On peut appeler ça une énergie de, on peut dire un ET. Vous pouvez l'appeler apparition énergétique, visite ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais elle est survenue au milieu de la nuit et j'ai littéralement traversé mon mur. Et elle avait beaucoup à dire sur ce qui s'apprêtait à arriver pour l'humanité. Et bien sûr, c'était environ quoi, comme 1011 jours avant. Que la COVID ne devienne un problème pour l'Amérique, n'est-ce pas? Ou quoi que ce soit que nous étions sur le point de traverser. Donc, cet être. Et je parle, tu sais, je résume ce qui m'a été dit. Il y avait beaucoup de télépathie qui se passait et c'était une énergie très féminine. Sur le moment, j'ai cru qu'elle disait Ishani, mais après réflexion, je pense que c'était plutôt un être basé sur Asani. Qui sait? Mais elle a dit qu'il allait y avoir une sorte de terreur, une poussée de terreur sur cette terre pour l'humanité. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, Alex, c'était quelle impolitesse. Quelle impolitesse de dire ça. Comme si nous étions. Comment osez-vous entrer ici? Avec votre lumière, nous dire que nous faisons quelque chose de mal. Comment osez-vous, monsieur? Je suis vraiment pour l'humanité. Je veux dire, je sais qu'on a nos problèmes, mais on fait vraiment des efforts. Alors j'ai trouvé que c'était un terme vraiment un peu exagéré, la terreur. C'était ma première impression et ce genre de contact n'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu.
Donc ce n'était pas totalement étrange. Mais bon, cela dit, il va y avoir une vague de terreur. Et ça a continué à expliquer que nous allons subir quelque chose, que des êtres supérieurs comprennent comme le grand retour solaire. Et ce qu'ils expliquent, c'est que si vous pouviez penser à des poupées de papier, n'est-ce pas? Comme si vous pouviez penser à de nombreuses vies parallèles différentes, des vies parallèles que vous menez. Vous savez, certaines personnes appellent ça des vies antérieures. Mais vous savez, grâce à la physique quantique, nous pensons que, vous savez, la théorie du multiverse, nous pensons qu'elles sont parallèles. Alors, tout traumatisme, toute douleur extrême ou terreur incarnée ou ombre qui plane là-bas dans l'une de ces vies qui n'a pas été contemplée, l'heure est venue de régler les comptes et donc cela revient. Vous vous effondrez comme des poupées de papier revenant à l'unité ou comme un accordéon revenant à un seul point. Toutes ces erreurs, ces extrémités extrêmes, vous savez, de votre être, doivent revenir, s'intégrer afin que nous puissions d'abord faire l'expérience individuelle d'un sentiment de plénitude de ce que notre âme a rencontré sous forme concrète. Elle a dit quelque chose comme quoi les êtres humains allaient vivre l'un ou l'autre, principalement, soit le retour de la douleur. Et je veux dire, prenons juste un instant pour y penser. Si vous viviez une vie où vous avez été décapité, ou si vous étiez dans l'Allemagne occupée par les nazis et que vous traversiez l'Holocauste et que les lumières s'éteignent, l'énergie ne meurt jamais. Alors, nous devons alchimiser ou transfigurer, vous savez, ce qui va se passer avec l'énergie de la douleur. Tous ces souvenirs reviennent dans votre ici et maintenant sans nécessairement beaucoup de compréhension de ce que cela signifie. Donc, si vous ressentez une douleur ou une sorte de terreur et que vous vous réveillez en 2020 en vous disant Mon Dieu, j'ai maintenant de l'anxiété, ma vie est fausse, mes partenaires sont faux. Toutes ces choses vraiment indéfinissables ou incomprises de ce qui se passe, tout revient. C'est donc un côté du spectre par lequel passent les êtres humains, ce qui explique le champ mental actuel. Elle a dit, l'autre chose que nous allons vivre, c'est le retour de notre plus grand talent ou de notre plus grand don ou pouvoir. Alors, encore une fois, pour expliquer de manière dramatique ce point, si vous étiez un moine qui a appris à travailler avec les lois de la nature et à trouver l'harmonie cosmique et à l'éviter, cela s'éveille en vous maintenant. Donc, ce n'est pas nécessairement que vous allez vous réveiller et léviter hors de votre lit, mais les termes ou la qualité de vie ou le mode de vie ou la connaissance qui seraient nécessaires pour travailler avec un tel don existentiel incroyable. C'est en quelque sorte un retour aux sources. Nous avons donc ce retour incroyable pour l'un d'entre nous. Je pensais que c'était suffisant, c'est déjà beaucoup à gérer. Nous arrivons tous. La deuxième chose qu'ils ont dite ou qu'elle a dite, c'était que si vous êtes un leader, un canal, un guérisseur ou tout individu travaillant dans cet état d'évolution, vous devez travailler avec les niveaux supérieurs de conscience. Elle a spécifiquement mentionné la conscience de la 11e densité. Et je me suis dit, je ne sais pas. Je veux dire, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Quelles sont les règles pour une conscience de 11e densité? Et elle a continué en disant que ce sera un état d'esprit non binaire, un mode de vie non dualiste, sans jugement, que si vous deviez puiser dans quelque chose qui pourrait être utile à la Terre en ce moment, cela devrait provenir de ce point uni, de ce champ non jugeant ou non binaire. Autre chose, elle a dit que vous ne faites que puiser dans les archives de la Terre qui ne vont pas nécessairement nous faire avancer là où nous allons. Et la troisième et dernière chose qu'on m'a dite, c'est que certains aspects chimiques ou biologiques ou encore environnementaux de notre Terre allaient commencer à changer de manière assez dramatique. Nous allions vivre beaucoup de radiation dans l'atmosphère terrestre. Alors, tout cela pour dire que cela a été une sorte de trajectoire au cours des 4 dernières années, avec ses apogées, spécifiquement lors des éclipses, ou certains points de convergence numérique, harmonique,
où le voile devient vraiment, vraiment, vraiment fin. Et c'est beaucoup, on pourrait dire, plus facile ou plus transparent pour nous d'accéder à ce avec quoi nous travaillons karmiquement, ou à certains des corps de douleur qui reviennent d'autres flux de vie, si cela a du sens, ou pour vraiment entrer en contact avec nos dons innés et inhérents en tant qu'âmes incarnées. Donc, pour moi, ces éclipses sont comme des fenêtres en verre, un moment de clarté transparente pour atteindre l'au-delà de notre propre existence et ramener ces thèmes de l'âme. Vous savez, plus que jamais auparavant. Donc, je suis vraiment excitée pour l'éclipse, juste pour prendre un moment dans le calme et la confiance et écouter ce qui est rendu. Donc, pas une fin du monde, mais un retour au tien. Ouais, ouais, c'est juste. La fête de l'indépendance n'arrive pas. Les extraterrestres ne viennent pas. Non, non, tout va bien. Ouais. Alors, en ce qui concerne l'éclipse du 8, y a-t-il une différence dans... Est-ce une généralité? Peu importe où elle se produit dans le monde, ça affecte la planète où tout le monde s'y attend, où c'est comme toi et moi. On a une superbe vue. On va recevoir plus de cette énergie que quiconque. Ouais, c'est une excellente question. Et là, il y a tellement de gens qui ont des opinions différentes à ce sujet. Et j'ai l'impression que ces choses qui sont des catalyseurs pour notre avancement spirituel ou notre évolution, ces choses auxquelles nous pouvons participer peuvent emmener notre conscience n'importe où. Alors, je pense que l'éclipse en général, l'énergie de l'éclipse va affecter tout le monde sur la planète. Mais les personnes qui entreprennent le voyage pour faire partie de l'expérience de regarder cet incroyable, vous savez, déploiement de ceci, la chute de l'ombre dans la ligne de lumière. Je pense que ce sera un tel moment de stupéfaction que peut-être les gens dans cette expérience se propulseront simplement dans plus profondément dans la fenêtre, de ce qu'ils observent au niveau de l'âme, tu sais. Alors, je pense que l'expérience du prêt pourrait être une sorte de combustible pour le feu ou propulseur. Mais franchement, peu importe où tu te trouves dans le pays, tu auras l'opportunité de travailler avec ces énergies. C'est simplement ma croyance personnelle maintenant. L'idée d'une éclipse où il y a de la lumière, puis une obscurité qui recouvre la lumière, et puis elle se rouvre à nouveau à la lumière. N'est-ce pas une analogie pour la vie en général? Nous venons de la lumière, traversons tout cela, puis retournons à la lumière. Est-ce que c'est en quelque sorte quand ça se passe, quand ça se produit? Est-ce que c'est ce qui est, presque, en train de suralimenter notre parcours en ce moment, en tant qu'humanité, en traversant ces sortes de choses? Bien sûr, ouais, absolument, comme les humains. Regarde, voici ta carte. On te le promet. C'est le programme. Je pense que ça supercharge. Je pense que tu prends ces combinaisons de charge ou d'efforts d'ombre et de lumière, et c'est presque comme si tu avais à nouveau l'opportunité de traverser la Mandorle, comme une sorte de passage étroit. Mais j'ai déjà vécu une éclipse totale avant, au Tennessee, il y a quelques années. Et en tant que voyante, ce que j'ai trouvé comme expérience tout simplement phénoménale. En travaillant avec l'énergie de l'éclipse, c'est l'espace qu'elle crée. Alors, tu sais, les gens qui sont dans la ligne de l'éclipse, les oiseaux arrêtent de chanter, les insectes cessent de striduler. Il n'y a pas de voiture sur la route. C'est comme si vous aviez déjà assisté à une éclipse et peut-être est-ce votre expérience. C'est comme si la Terre tombait dans le silence. Et dans un vide, c'est tellement difficile à décrire, c'est incroyable. Et dans ce vide spatial, encore une fois, non seulement vous avez les efforts de charge de la lumière dans l'obscurité comme métaphore, vous vivez un moment incroyable où le temps semble, et je pense, s'arrête réellement. Encore une opportunité de plonger profondément dans cette fenêtre de l'âme. C'est un peu comme une expérience de mort imminente sur ma planète. Oui, pour la planète. Allez, on y va sans plus tarder. C'est le moment. Cherchons la vérité ici. Ouais. Ouais, je n'ai pas vu. J'ai vu une éclipse partielle, je crois, l'année dernière ici à Austin, où la lumière est devenue vraiment étrange et funky dehors, et je n'ai pas regardé.
Je n'ai pas levé les yeux parce que je n'avais pas les lunettes appropriées. Alors, voilà. Mais toute la pièce dégage cette énergie étrange. On dirait qu'il est midi. Il est midi, mais ce n'est ni la nuit ni le jour. C'est juste cette chose bizarre. En fait, je ne pense pas avoir jamais vécu une éclipse totale, moi, étant à un endroit où une éclipse totale s'est produite. Ça va donc être intéressant de voir à quoi ressemble cette énergie, parce que tu es. Vous avez tout à fait raison. Il y a une énergie qui est associée à cela, et c'était le cas. C'est juste que même lors de cette éclipse partielle, l'ambiance, simplement, la vibration, la fréquence, quelque chose a changé pendant que cela se produisait. C'était là où les gens se déplaçaient. J'étais au supermarché et je n'ai pas levé les yeux, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la lumière? Comme si je n'avais aucune idée que ça allait arriver. J'étais juste là. C'était vraiment intéressant, tellement bien. Donc pas de souci pour le 8 avril. Tout ira bien, ça va carrément booster notre évolution, et ainsi de suite. D'accord, des choses fantastiques. C'est comme un portail, c'est ce que vous en faites. Alors si vous voulez y entrer pour rechercher la douleur de toutes vos destinées, allez-y. Je respecte cela. Ou si vous voulez y entrer avec la plus haute intention, pour votre propre évolution personnelle et collective. Évidemment, c'est une bonne idée. D'accord. Alors, Bonnie, tu lis les annales akashiques, et quand tu entres dans une transe, je suppose, ou plutôt un état, si on veut, un état, pas une transe, mais un état. Quand tu entres dans les annales akashiques, cela te dérangerait-il d'aller un peu plus loin? Nous avons quelques questions que nous pourrions poser aux annales akashiques. Et en sont-ils certains? Et les gens pensent toujours aux annales akashiques. Sont-ce les êtres qui, en quelque sorte, contrôlent ou ne contrôlent pas, mais disons, prennent soin des annales akashiques? Parce qu'on imagine une bibliothèque avec 1000 milliards de livres et il y a, tu sais, quelques, disons, bibliothécaires tout qui se déplacent. C'est la seule façon dont on arrive à se l'imaginer. Avec qui es-tu réellement en connexion lorsque tu vas vraiment entrer dans cet état? Oui, oui, c'est une excellente question. Alors, vous savez, quand les gens parlent des annales akashiques, je suis tellement contente que cela soit abordé parce que c'est une partie de notre évolution où nous apprenons, vous savez, notre héritage et ce que cette vie pourrait éventuellement être collectivement. Mais en réalité, le mot akasha se traduit simplement par espace. C'est le champ. Alors, quand vous faites un travail intuitif, quand vous entrez dans cet espace, c'est comme l'Internet cosmique. C'est du pareil au même que vous l'appeliez akasha ou espace psychique ou peu importe le nom que vous lui donnez, c'est exactement la même chose. Alors, je pense que quand les gens pensent à l'akashique, oui, ils imaginent ce livre dans le ciel qui détient la mémoire, mais il contient aussi toute la potentialité du présent, le comment du maintenant, et puis, bien sûr, les lignes temporelles qui pourraient se dérouler à l'avenir. Mais aussi, je pense que quand les gens pensent à l'akasha, ils le considèrent comme très élevé. C'est une ressource de haut niveau. C'est quelque chose vers quoi vous allez vous tourner pour atteindre les plans les plus élevés de contenu ou d'information, pour l'individu avec qui vous êtes ou pour le collectif. Et c'est ainsi que je le vis. Lorsque je pénètre dans les archives akashiques, je monte aussi haut que mon avatar humain et mon expérience me le permettent. Et à ce moment-là, c'est un UN. Il ne s'individualise pas. C'est une lumière collective. C'est une conscience christique. Et ils aiment travailler avec la plus haute position sur ce qui se passe au niveau de l'âme. J'aime dire que c'est comme une thérapie sous stéroïdes. Tu sais, c'est toutes ces intentions puissantes de l'âme et le karma avec lequel tu travailles. Et quels sont tes plus grands talents? Ouais, c'est une coalition. C'est une lumière collective. Les gens demandent à qui tu parles. Je réponds, c'est une bonne question. Des êtres de lumière élevés et bienveillants. Hommes, ce sont les uns. C'est la conscience du Christ. Alors, ils ne disent pas vraiment bonjour, je m'appelle Bob. C'est juste un champ de lumière et de sagesse incroyablement intelligent. Alors, je n'essaie pas trop de les questionner, tu sais, je reste à ma place. D'accord, d'accord. Alors oui, comment fais-tu pour entrer dans cet état? Comment procèdes-tu exactement pour y parvenir? D'accord, d'accord. Alors, ce n'est pas une transe complète. C'est plutôt comme, disons, une sorte d'état rêveur, méditatif, où j'ai tendance à parler un peu vite et à perdre la notion du temps. Donc, je vais faire confiance à Alex pour bien gérer le temps. Ouais, on ne restera pas 4 heures ici, ne t'inquiète pas. On peut vraiment aborder des sujets intéressants en 4 heures. Alors, oui, oui.
Je suis prêt à tout moment pour répondre à vos questions. D'accord, d'accord, oui. Comment voyez-vous l'évolution future de l'humanité dans les années à venir? Ils se dirigent immédiatement vers cet état d'intrépidité. En fait, ils me montrent que, tu sais, nous sommes tous inquiets d'être craintifs. Et la peur va nous abattre et créer cette anarchie ou cette scission de la conscience. Mais la première chose qu'ils disent, c'est de faire confiance. Cela me surprend un peu, en fait, mais de faire confiance à beaucoup de l'évolution de la technologie qui nous mène vers le bon côté des choses, qu'il y a de réelles avancées positives dans la technologie qui vont alléger le fardeau de l'expérience humaine. C'est donc un point assez intéressant. Ils me disent qu'à travers le soleil, nous allons réagir à un langage de lumière ou à de nombreux messages qui nous parviennent pour ceux qui sont prêts à se rappeler de leurs valeurs, à se souvenir de leurs origines. Ainsi, beaucoup de ces éruptions solaires et éjections vont s'intensifier, mais pour certains, cela ressemblera à un retour aux sources. Ça donnera l'impression de retrouver ce qui manquait depuis toujours, ce qui a toujours manqué, comme un retour de l'information. Ils disent de ne pas le craindre. Ils disent aussi que le temps va sembler stressant, s'accélérant considérablement au cours des prochaines années. Mais encore une fois, ne craignez pas. L'évolution en elle-même est le grand message qu'ils transmettent jusqu'à présent. Essayez de faire confiance à votre vie et au plan de cette terre divine. Il ne cesse de dire qu'il n'y a rien à craindre, ce avec quoi nous ne serions pas tous nécessairement d'accord, en fait. Comment les tendances économiques actuelles vont-elles façonner notre communauté mondiale? Je leur demande de parler de tout ce qui concerne l'économie qu'ils souhaitent aborder en ce moment. Ils me disent qu'il y a un propulseur dans l'économie ou dans notre structure sociale, semblable à ce dont tu parlais plus tôt, Alex, à propos de l'obscurité ou de la douleur, étant ce plus grand enseignant que nous pourrions jamais connaître et qu'il existe des beautés inhérentes et des talents et des dons avec la co-création, avec la Terre et le cosmos en harmonie. Et donc, face à ces sortes de changements économiques, certains les voient comme une crise, mais ces changements économiques qui se produisent, certains vont se sentir en phase et alignés, pour ainsi dire, reprendre leur pouvoir, pour commencer leur propre autonomie, pour commencer leur propre jardinage, pour faire confiance à ce que leurs talents ont de la valeur et qu'ils peuvent créer et nourrir leur famille grâce à cela. Donc, beaucoup de cela est en fait des propulseurs à se rappeler. Mais pour ne pas rester confus et continuer à s'engager dans un système défaillant, c'est un arrêt, c'est une remise à zéro. Et ils disent que vous seriez surpris du nombre de personnes qui écoutent actuellement. Et à mesure que les gens écoutent collectivement, ils commencent à changer le rythme, les harmoniques de la planète. Alors, vous savez, notre plus grand enseignant actuel est que les choses qui ont toujours fonctionné ne fonctionneront plus. Elles ne continueront pas à fonctionner. Et ce sera notre plus grande leçon de creuser en dessous et de se rappeler nos plus grands talents pour les mettre en œuvre. Alors, économiquement, et on dirait qu'il va y avoir un gel, pas un gel catastrophique, rien à craindre, mais un retour aux valeurs, aux instincts et aux fondamentaux de nos meilleures versions de nous-mêmes et de la nature humaine. Alors, encore, l'obscurité ne fait que convoquer la lumière. J'aime ça. C'est vraiment assez juste. Maintenant, pouvez-vous éclairer la signification spirituelle des courses politiques qui se déroulent cette année à travers le monde? Ah oui, mais vous savez, encore une fois, avec les annales akashiques qui sont très élevés d'esprit, je leur ai posé la question à ce sujet et parce que nous sommes à la fin ou au début de la fin de la polarité, alors que nous entrons dans un tout nouveau paradigme. Ce qui ressemble à un problème n'en est pas forcément un. Ce qui ressemble à un désastre pourrait être le catalyseur créant ce cratère qui va apporter la lumière. Alors, politiquement, ils disent que tout est aligné en regardant du point le plus haut. Donc, je sais que cela ne satisfait peut-être pas certaines des questions qui circulent à propos de la politique, mais je reçois beaucoup de messages du genre ne soyez pas alarmés, tout œuvre pour le bien supérieur. Donc, oui, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai pu en tirer. Alors, en d'autres termes, l'Antéchrist n'apparaîtra de part et d'autre de l'allée. Je ne pense pas que nous le verrons de notre vivant. Je pense qu'on va assister à ce qu'ils disent être cette incroyable avancée technologique que nous voyons déjà.
une incroyable autonomisation de nos êtres organiques et de nos mémoires. Si nos plus grands talents reviennent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Ils disent quand même que la seule chose à craindre est la peur elle-même, vraiment. Et c'est votre volonté, c'est votre décision. Tout ce vers quoi vous voulez vous pencher, vous le créerez et le vivrez. Alors, il ne semble pas trop s'en inquiéter de notre vivant, non. Quelle est la perspective akashique sur le rôle des conflits actuels dans le karma mondial? Ils aiment parler de cela comme d'une masse critique. Je pense peut-être en physique quantique ou dans une analogie physique. Peut-être que c'est la théorie des cordes. Mais ils disent que tout comme on bande un arc jusqu'à atteindre la masse critique avec le conflit, jusqu'à cette tension où ça tremble presque et on a l'impression que ça va craquer. Quand on lâche la flèche, cela crée de l'élan. Et donc, encore une fois, il est difficile de comprendre que le conflit pourrait être le prédécesseur à cette nouvelle terre. Mais il y a une fin à ce paradigme. Il y a une clôture de la polarité. Ils disent, c'est vraiment. C'est intéressant ce que nous faisons, comme si nous étions en train de créer un accent sur la polarité. Si tu remarques, on se focalise sur des gens qu'on ne connaît même pas et on s'y accroche en les polarisant. Tu sais, mais si quelqu'un dit, oh, tu sais, je pense qu'il fait jour dehors, tu auras tout un groupe de gens pour dire, non, ce n'est pas le cas. Il fait un peu sombre. C'est pourquoi nous polarisons pour atteindre une sorte d'apogée, encore une fois, afin de créer une masse critique et finalement aboutir à cette incroyable énergie de momentum vers l'évolution. Énergie de l'élan vers l'évolution. Alors oui, Du point de vue des annales akashiques, que se passe-t-il pour une âme après son passage? du point de vue des annales akashiques, surtout de là où je peux le voir. Alors, vous savez humblement, de mon point de vue akashique, on dirait qu'on continue simplement de vivre. Et je sais que cela effraie les gens. En fait, certaines informations akashiques indiquent que nous sommes en quelque sorte. Ce n'est même pas vraiment la vie. C'est comme une sorte de prévie. Ceci est une itération de la vie. C'est comme un avant-match. Mais là où nous allons, c'est une continuation ou une ascension. Alors, du point de vue akashique, on dirait vraiment que la vie continue et continue de se construire de plus en plus en plus. Ainsi, la mort n'est pas vraiment quelque chose qui se présente comme nous la connaissons, d'un point de vue akashique, si cela a du sens. Oui, ça a parfaitement du sens. Maintenant, quelle perspective pouvez-vous offrir sur l'existence du multivers du point de vue akashique? C'est une longue réponse. Plongez en profondeur autant que vous le souhaitez. Réponse longue, mon Dieu. Alors, tu sais, je pense que ça renvoie à cette idée originale, celle qu'ils ont présentée avec cet effet de poupée de papier, tu sais, avec les forces ondulantes de l'univers. Le motif de l'univers, c'est cette expansion et cette contraction, c'est le pouls, c'est le son. Et tu sais, c'est un peu comme l'analogie qu'il me donne. C'est que, tu sais, si tu peux imaginer une grande explosion de lumière où elle a traversé un point de séparation et créer toutes ces différentes strates de l'univers ou cela. Tu peux l'appeler un hologramme ou un multiverse, peu importe comment tu l'appelles. Mais une séparation de la source, c'est vraiment ce sur quoi il se concentre. Et si tu penses à cela comme à l'exemple d'une déflagration, un morceau, quelque chose, certains êtres de lumière ou certains aspects de la lumière ou des âmes, selon la façon dont tu veux voir cela, eh bien, ils sont atterris vraiment près de la source. Certains les considéreraient comme des anges ou des saints ou des êtres supérieurs, et certaines âmes ou fractales de la lumière se sont retrouvées très, très loin de la source. Et c'est un peu comme si tu commences à vraiment prendre en compte le cosmos. C'est en quelque sorte la manière spatiale. Si on le voit de cette manière, c'est en quelque sorte une réplication de cela. Et donc, le voyage de l'âme est une mission de reconnaissance. Et cela fonctionne dans les deux sens. Ceux qui sont proches de la lumière ont pour appel d'aller chercher et de ramener, tu sais, ceux qui sont plus éloignés. On peut voir cela dans les arts de la guérison, on peut le voir dans nos efforts pour aider les gens à changer de conscience en faisant tout ce que nous pouvons pour soulager la souffrance ou pour aider nos frères et sœurs, peu importe comment tu veux le voir de cette façon. Donc, une partie de ce programme universel, c'est une reconnaissance ou une récupération ou un retour à la maison.
Alors, pour ceux qui sont très, très éloignés de la lumière et plongés dans l'obscurité et la souffrance, leur voyage et leur tâche est de recevoir la lumière ou de permettre qu'elle revienne. Comme je l'ai dit plus tôt, tu sais, nous sommes soit des porteurs de lumière en tant que récepteurs, soit des projecteurs de lumière. Tout cela forme un motif ondulant d'expansion et de contraction, de récupération et de retour au foyer. Alors, tu sais, c'est assez grandiose et bien plus que ça, mais c'est le cas. Quand on le réduit à son schéma le plus simple, nous sommes soit en train de partir, soit de revenir. C'est cette contraction, cette expansion. Et c'est ce que nous observons dans notre vie de tous les jours. Nous avons ces moments forts et ces moments faibles. Du point de vue de l'Akasha Daigi, le voyage consiste à savoir où l'on se situe dans ce motif. Tu sais, es-tu celui qui est si proche de la lumière et tu sais de la vérité que tu te mets en avant pour essayer d'aider les autres à retrouver leur chemin? Ou es-tu? L'un n'est pas meilleur que l'autre, en fait. Es-tu quelqu'un qui est, tu sais, plus éloigné de la lumière, qui doit avoir confiance et apprendre à recevoir? Alors, tu sais, c'est complexe, mais en fait très simple quand on y réfléchit bien. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup de peur autour de l'IA et de l'intelligence artificielle parce que, évidemment, Skynet est à nos trousses. Le monde touche à sa fin, le Terminator devrait arriver d'une seconde à l'autre, la matrice et tout le reste. Eh bien, c'est une question intéressante parce que mon moi humain regarde l'IA et c'est vraiment intimidant. Je l'aperçois comme quelque chose qui ne peut pas être bon. De par mon expérience, je ne suis pas particulièrement enthousiaste quant à la trajectoire, mais du point de vue akashique, c'est un inconnu et donc nous le craignons naturellement, n'est-ce pas? Alors, ils disent qu'il y a beaucoup d'évolutions positives qui émanent du point de vue de l'IA. Maintenant, tout va s'accélérer. Et il semble que, à mesure que les humains accélèrent leur manière de traiter la vie, le contenu, l'énergie ou l'information, ils entrent dans ce qu'on appelle l'état d'avatar. Alors, vous savez, quand on pense à l'IA, on pense directement à la technologie ou à la perte d'emplois ou même à l'érosion totale de l'humanité. Mais on dit souvent que ce que nous faisons avec la technologie et de la manière dont nous la traitons individuellement, comment nous la craignons ou l'acceptons, cela contribue réellement à l'abondance de la manière dont ce monde va progresser, si cela a du sens. Donc, ce que nous croyons à son sujet est ce qui va se dérouler. Mais encore une fois, quand je me connecte à ce sujet, ils disent faites confiance. Faites confiance à la terre. Faites confiance à la divinité. Faites confiance à la conscience. Et je ne pense pas que ce soit une opinion très répandue en ce moment. Je pense qu'à travers cela, cet état polarisé par lequel nous passons, il faut choisir son camp. C'est soit bien, soit mal. Alors, je pense que, tu sais, je pense que c'est vraiment dans l'ensemble. C'est nécessaire pour la direction où nous allons. Alors, je sais que c'est une question brûlante en ce moment. Et c'est le cas. C'est le cas. Il est difficile de voir les bénéfices à long terme, mais je pars avec l'impression qu'il se passe plus que ce que l'on voit. Alors, Ouais, ouais, ouais. Et je vais intervenir parce que moi, je suis plutôt du côté optimiste. Je pense que l'IA est extrêmement positive pour nous tous. Cela va nous aider. Je pense que notre évolution spirituelle ralentirait sans l'IA, parce que l'IA va éliminer beaucoup de choses banales qui prennent beaucoup de notre temps. Et une fois que vous serez libéré de ces choses banales, vous pourrez réfléchir un peu plus à vous-même, travailler sur votre spiritualité, travailler sur vos missions et vos objectifs dans la vie sans avoir à vous soucier de toutes ces choses banales, tout comme les Grecs le faisaient autrefois. Il y a de cela des milliers d'années, quand ils ne faisaient que s'asseoir pour réfléchir à des pensées profondes, alors que, vous savez, évidemment, l'esclavage était ce qui leur permettait d'avoir tout ce temps libre. Mais en mettant de côté l'aspect de l'esclavage, juste en éliminant les choses banales, cela permet de se concentrer sur des pensées profondes, si vous voulez. je pense que c'est ce qu'ils disent, hein. Ça sera ce qu'on en fera. Tu sais, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. La manière dont nous atteignons chaque point, chaque repère, dépendra de vos actions. Plus il y aura de personnes capables de voir où cela pourrait mener positivement, cela change vraiment les courants de la conscience. C'est évident. Maintenant, vous avez mentionné plus tôt un commentaire sur notre façon de consommer le contenu
Et c'est très fascinant pour moi qui viens d'Hollywood, faisant du storytelling et travaillant dans cet univers depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis vraiment curieux de voir comment les archives akashiques perçoivent ou considèrent Hollywood, notre consommation de contenu, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Oui, c'est une excellente question et elle me tient particulièrement à cœur, car j'ai toujours aimé le pouvoir des médias. C'est un outil tellement puissant. Et vous savez, dans mon cheminement en voulant travailler avec les gens ou parler de certaines choses qui me sont transmises, les médias sont un forum incroyable. Et au fil des ans, j'ai presque entendu mon guide me dire, tu sais, attends, ce n'est pas encore le moment. Ceux qui sont dans les médias ne sont pas encore à un niveau de conscience où tu pourrais être entendu ou d'autres comme toi pourraient l'être. Alors, il y a même des qui on m'a empêché d'entrer dans ce domaine où tu sais, mon chariot a été stationné. Alors, c'est un peu ça. J'aime cette question parce qu'elle touche vraiment même à l'IA ou à tout type de processus d'ascension. Regardez, on a vraiment, personne n'a mis ce modèle en marche. C'est notre ADN. C'est le changement de conscience. C'est la programmation en nous qui, petit à petit, ne tolère plus les modèles d'énergie dense sous forme de contenu ou de production de peur ou ces parties vraiment sensationnalisées. À Hollywood, il y a quelque chose en nous qui est en train de s'éveiller que les scientifiques appellent les cellules imaginaires. Alors c'est comme si une partie de nous, une partie de notre ADN était littéralement comme la chenille. Elle mute, elle s'éteint, elle meurt et une nouvelle partie de nous est en train de s'éveiller. Et donc, nous, en tant que créateurs de contenu, on nourrit ça et on le ressent. Et vous regardez la télévision et les médias évoluer lentement, d'une certaine manière, comme par eux-mêmes. Nous le faisons, nous nous éveillons et nous le diffusons. Alors, vous savez, je suis vraiment enthousiaste et optimiste pour les médias. Et ça va continuer à évoluer vers ce genre de niveau élevé. Ils ont l'opportunité d'atteindre ce niveau. Mais ce que je ressens le plus, c'est que les spectateurs, l'humanité, dans son ensemble, ne pourront plus tolérer les anciens modèles de ce qu'ils reçoivent. Je veux dire, la télévision, c'est juste, et les médias évoluent, vous savez. Nous sommes dans cet état θ et nous recevons simplement. C'est comme de la malbouffe. Nous ne pourrons pas le digérer. Nous aurons besoin de contenu plus élevé, organique, authentique. Et c'est ainsi, ça va continuer dans cette direction. Ce qui, vous savez, est ce que je veux résumer, c'est intéressant. Encore une fois, les annales akashiques suggèrent que nous devons simplement participer et nous aligner. Nous n'avons pas besoin de travailler aussi dur que nous le pensons et de tout changer. Beaucoup de choses vont continuer à évoluer, avec ou sans nous. Vous savez, c'est notre choix de participer en tant que créateur, avec ce que nous produisons ou ce que nous recevons. Alors j'ai vraiment de grands espoirs pour les médias. Et je pense aussi que les médias vont pousser les communautés à être, pour se rencontrer en personne. Alors, tu sais, même avec ton émission, Alex, j'ai l'impression que ce que tu fais évolue vers la possibilité de rencontrer tes spectateurs en personne ou de les rassembler. Un peu comme cette histoire d'éclipse, tu sais, où vos corps sont réellement présents au même endroit, créant ensemble cette vibration énergétique intéressante, que je trouve très fascinante. Donc, en recevant beaucoup de cela, les médias vont inciter les communautés à se rassembler, peu importe où elles vivent dans le monde. Alors, ça va être amusant. Ouais, c'était vraiment une bonne réponse. Maintenant, peux-tu éclairer les implications karmiques des conflits que nous vivons dans le monde aujourd'hui? On dirait qu'il y a du karma dans le monde en ce moment avec ces conflits. Il y a deux majeurs qui font l'actualité en ce moment. C'est le conflit israélo-palestinien et le conflit russo-ukrainien qui sont anciens, vraiment anciens. Certains datent même de milliers d'années, des querelles et des guerres qui continuent encore. J'aimerais donc entendre le point de vue des archives akashiques là-dessus. Excellente question. Je ne sais pas si je pourrais y répondre d'un seul coup. C'est vrai, car il s'agit d'un système d'événements tellement complexe et de participants en général. Mais tu sais, cela me rappelle un point intéressant dont j'ai entendu parler récemment, sur le plan astrologique. Donc, en octobre dernier, lors de cette éclipse partielle, pour certains d'entre nous, tu sais, c'était une éclipse partielle en automne, pendant la saison des éclipses.
Certains astrologues vraiment pointus parlent de cette éclipse comme étant celle qui allait activer les 12 tribus d'Israël. Cela devait, disons, faire émerger, je suppose, le karma ou l'initiation ou quelque chose devait se produire, même sur le sol israélien. Et c'était quelques jours avant que certains de ces événements mondiaux ne se produisent. Et donc, ce que cela m'apporte, c'est en quelque sorte, cela ne fait que revenir et valider ce que j'entends du spectre akashique, c'est que les événements, même s'ils sont considérés de notre point de vue comme négatifs ou conflictuels, qui, vous savez, sont vraiment, ils nous secouent, vous savez, ils nous amènent dans une polarité divisée, même dans notre propre conscience, ont une place incroyablement productive. On me dit souvent que, vous savez, les êtres humains ne font que lire un schéma énergétique. Cela nous amène donc à quelque chose appelé la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur comme ce qui est à l'extérieur. Et nous recevons en quelque sorte un signal. Et en recevant ce signal, peut-être cette formule géométrique, nous l'interprétons et elle dicte la réalité que nous vivons. Et je sais que cela semble mener quelque part, comme si nous lisions ce braille énergétique qui nous est exprimé, vous savez, par notre communauté universelle, alors que nous évoluons en tant que système solaire sensible, alors que nous apprenons à comprendre que, encore une fois, le conflit ne nous mène nulle part. Parce que qu'est-ce que le conflit sinon quelque chose qui naît souvent de l'avidité, de la peur, vous savez, de la polarisation. Mais le fait est que nous sommes en train de réduire cette polarisation. Est-ce que ça pourrait devenir encore plus compliqué et complexe avant de s'améliorer? Mais elle aussi, elle évolue et ajuste son système en grandissant. La Terre sait ce qu'elle fait. Je ne dis pas de rester les bras croisés et de faire l'autruche. Ce que je veux dire, c'est que, de mon point de vue, d'après ce qu'on me dit et la manière dont l'Akasha intervient là-dedans, c'est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et parfois, le contraste et le conflit créent de l'espace pour l'expansion. Et on pourrait probablement tous convenir qu'il y a une part de vérité là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, quelles sont vos réflexions sur la manière dont l'humanité peut interagir avec le concept du multivers et comment il fonctionne avec les réalités parallèles et comment nous gérons nos activités quotidiennes en sachant que ces informations et ce concept existent et les réalités parallèles? Eh bien, il y a différents niveaux pour cela, je dirais. Cela dépend de où vous en êtes dans vos capacités à méditer et à vous tourner vers l'intérieur. Alors, je pense que si vous êtes quelqu'un de nouveau dans ce monde, qui souhaite expérimenter, c'est, vous savez, vie de parallèle. Vous ne pouvez rien faire de tout cela si vous ne parvenez pas à maintenir un espace et une tranquillité. Donc, de toute évidence, nous devons méditer, nous devons travailler à nous tourner vers l'intérieur et nous devons apprendre à faire confiance aux sensations qui se développeraient dans notre corps pour même accéder à ce genre d'informations en premier lieu. Alors, vous savez, je rencontre ces gens qui veulent parler aux extraterrestres ou qui veulent savoir ce qui se passe dans les vies parallèles. Et la première chose qu'ils feront, c'est lever les yeux et scruter les étoiles, vous savez, pour cette information. Et c'est en quelque sorte notre instinct de nous projeter vers l'infini. Mais vous savez, en réalité, le portail vers tout cela, toutes ces informations précieuses, que ce soit sur les vies de l'âme ou le multivers ou les différents types d'êtres dans le multivers, il faut entrer à l'intérieur du portail et la porte des étoiles, c'est l'introspection. Alors je pense que, vous savez, en revenant à ces éclipses ou à ce que nous appelons la convergence harmonique, des nombres ou certaines de ces choses qui sont des opportunités à un niveau mondial pour entrer en soi et méditer. Vous recevrez ce que vous pouvez gérer. Je veux dire, vous pouvez. Si vous êtes capable de voir toutes vos vies parallèles, vous le ferez. Mais encore une fois, l'idée, c'est que nous revenons à nous-mêmes. Alors, c'est une grande réponse ou question à aborder. Mon conseil principal est d'apprendre à développer vos capacités intuitives. Tournez-vous vers l'intérieur, méditez. Nous le savons. Ainsi, vous pourriez même gérer le spectre de ce à quoi votre conscience est impliquée. Ouais, Bonnie, je pourrais continuer à te poser des questions pendant encore 3 ou 4 heures, c'est certain. Merci beaucoup pour cette conversation incroyable. Maintenant, je vais te poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition d'une vie épanouie? pour moi, c'est la confiance.
Une confiance radicale en tout ce qui croise ton chemin. Tu sais, c'est ça, c'est le non-attachement et la non-répulsion, tout comme Bouddha l'a dit. Tu sais, une vie épanouie, c'est voir le but en toute chose. Si tu dois vivre la vie, prends-la entièrement. Alors je pense, tout comme on en a parlé plus tôt dans cette entrevue, que l'obscurité n'est pas toujours le méchant. Être présent et permettre à ta confiance en toi et à tout ce qui se présente sur ton chemin, si tu y parviens, alors tu peux plonger plus profondément dans le schéma de ce pourquoi tu es ici. Tu peux voir tes inclinations, tu pourrais voir ton bord spirituel, tes processus, et c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons juste savoir. On veut juste savoir qui. Tout le monde veut savoir la même chose. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Et quand cela se termine-t-il? Alors, je pense que l'épanouissement, c'est la capacité d'être présent et de faire une confiance radicale en ce qui traverse. Tu sais, c'est ta vie et ton vécu. Plus facile à dire qu'à faire, c'est certain. Bien plus facile à dire qu'à faire, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu pouvais retourner dans le passé et parler à la petite Bonnie, quel conseil lui donnerais-tu? Je lui dirai, tu n'as vraiment pas besoin d'arrêter de jouer au Barbie simplement parce que tu es. Tu n'as vraiment pas besoin d'arrêter de parler à des amis imaginaires. Tu n'as pas vraiment à arrêter de jouer. Tu peux vraiment continuer à jouer. Je pense que c'est ça qui nous garde connectés, cette nature enfantine, ce jeu, cette fantaisie. En vieillissant, on devient très sérieux et tellement rigide et droit. Et moi, je dirais, ne les écoute pas. Continue de jouer, puis continue d'imaginer. Mais tu sais, honnêtement, j'ai déjà eu cette conversation et on a réglé ça. C'est correct. Bien, ouais. Garde le jeu. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, comment définissez-vous Dieu ou l'énergie source? Vous savez, la réponse qui vient à l'esprit, je pense, de presque tout le monde à qui on poserait cette question serait l'amour ou l'amour infini. Mais je pense, c'est l'espace akashique. So, c'est Dieu pour moi. C'est la force vitale qui est infinie, c'est ce qui ne peut être vu. C'est l'opportunité. Ce sont des motifs dans des motifs et encore dans des motifs de conscience. Alors oui, Dieu est amour pour moi, mais je pense que c'est un potentiel infini de ce que nous pourrions, ce avec quoi nous pourrions entrer en contact. Alors, je veux dire, mince, je ne sais pas si je suis qualifiée pour répondre, mais c'est ce que cela signifie pour moi, Bien sûr que tu l'es. Nous en faisons tous partie. Tu es source. Bien sûr que tu peux répondre. n'est-ce pas? On a tous notre réponse, t'as saisi. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? Je pense que ça me ramène à cette histoire de porter la lumière, je pense. Je pense en toute honnêteté que le véritable amour, le grand amour, c'est une rue à sens unique. C'est, tu sais, ça, cette lumière sans attendre, sans regarder en arrière ou se demander et moi dans tout ça. C'est ça, tu sais, une intention pure et divine. Et la connaissance de, tu sais, ce qui t'habite. Mais c'est ça, c'est cette capacité de porter la lumière ou de la diffuser dans le monde. C'est une forme d'amour. Avec mes années d'expérience, l'amour est aussi une réceptivité à la lumière. Alors, c'est, tu sais, un abandon, un échange de dons et de réception. Wow, d'excellentes questions. C'est une question vraiment existentielle, tu sais. Je pourrais t'exprimer tant de choses par mon regard, mais les mots me manquent, vraiment. D'accord, je reconnais ça. Après tout, comme on dit, ce n'est pas mon premier rodéo. Absolument, ça se voit, n'est-ce pas? Et finalement, quel est le but ultime de la vie? Le but ultime de la vie, c'est de s'éloigner de la lumière, puis de retrouver son chemin vers elle. C'est donc littéralement le voyage de l'expansion et du retour à ses origines. Vérification du contrat. Oui, exactement. Nous l'avons ramené. Voyez, tout est là. Oui, jusqu'au bout. Allez jusqu'au Et bout. ne pas lutter contre cela, ne pas lutter contre ce processus, vraiment. Je pense qu'il s'agit d'arriver à un point où nous avons une confiance innée en Dieu et le plan divin, où nous faisons simplement partie de l'harmonie cosmique et nous coulons et dansons avec toute la nature sans résistance. Je pense que c'est l'évolution, c'est l'état d'avatar avec lequel travailler, comme un seul et même, comme une force unie, c'est certain. Mais nous nous en sortons bien.
Nous nous en sortons bien, nous nous en sortons bien. Où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur vous et votre incroyable travail dans le monde? Oui, alors, j'ai un site web, psychicbonnie.com, si vous souhaitez travailler avec moi en privé et découvrir votre karma et votre talent. Mais nous gérons aussi un centre de retraite à Hot Springs, Arkansas. On l'appelle le Dôme. C'est une géode de 186 mètres carrés, matrice, au beau milieu d'un champ. C'est vraiment très amusant. Et le but de cette entreprise est la légende de choses plus grandes. Nous croyons en l'espoir pour l'avenir et que tout cela se produit pour une raison divine. Alors, ce sont les deux endroits où je passe mon temps maintenant. Avez-vous un message de clôture pour le public? Quoi qu'il arrive, ayez confiance en votre vie. Tout ce qui croise votre chemin, tout ce qui se présente, l'obscurité, l'inexplicable, le déroutant. Avoir confiance ne signifie pas que vous enfouissez votre tête dans le sable et abandonnez pour simplement prendre un verre, le Kool-Aid de l'opposition. Avoir confiance signifie que vous croyez en votre droit de naissance et que vous participez au grand plan que cette terre réserve. Alors, une confiance et une compassion radicale. Ayez de la compassion pour tout ce que vous rencontrez et tout ira bien. Rien ne pourra vous abattre à ce stade, je ne pense pas. Ouais, Bonnie, quel plaisir et quel honneur de vous parler aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission et pour l'incroyable travail que vous faites pour éveiller la planète. absolument. Tout le plaisir est pour moi. Heureux d'être ici. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.